Salut à tous. Bon, c'est Alex qui filme, c'est la première fois, donc je sais pas ce que ça va donner. On est très en retard pour l'intro, la vidéo est pour demain. On vous fait ça dans le camion rapidos parce qu'après on s'en va. Qu'est-ce qu'on a dans cette vidéo? On est chez les Hmong, il y a un cultivateur qui nous permet de voir ses cultures, nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, c'était sympa. Vous en saurez un petit peu plus sur la culture, sur les Hmong aussi. Et ensuite, le musée aux papillons, parce que du coup, le copain Gwen, il a dit il faut pas partir sans aller voir ça. Donc il nous a eu une ristourne. Le musée aux papillons, en vrai, c'est il y a pas mal de choses. Musée de tout ce qui est lié à la Guyane, et il y a énormément d'insectes. Oui, parce que finalement, il y avait aussi les monnaies, il y avait pas mal de petits trésors récupérés par les bagnards, de ce qu'ils fabriquaient. C'est un passionné et qui collectionne un peu tout ce qui est attrait à la Guyane. Pourquoi Alex, il nous vise, t'as vu? Oui, quand vous parlez. Ok, c'est bien. Un vrai caméraman celui-là. Ensuite, on part chez Gwen, ça on n'a pas filmé, et on prend la route de nuit pour arriver au petit village de je sais plus le nom. Moi non plus. Pour la prochaine vidéo, partir dans une mine d'or. Mine d'or en Amazonie. En Guyane. C'est pas donné à tout le monde, ouais, surtout en Guyane. Et vous pourrez comparer avec les autres mines d'or qu'on a fait, c'est pas les mêmes normes. Hein. C'est clair. Et là, dans 2 jours normalement, on repart dans une mine d'or pour vous faire encore une autre vidéo. Pas le même genre de mine d'or. Ouais, c'est clair, vous avez compris qu'on aimait bien les mines d'or. D'ailleurs, j'ai encore une trace. Vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Allez, bonne vidéo, à bientôt. J'espère que vous avez pas eu trop le tourner. Ciao, ciao. Ciao. Bienvenue sur la chaîne XTG Family. Accompagnez-nous sur les routes d'Amérique du Sud, où nous voyageons depuis plus de 6 ans. Coucou les mômes. Aujourd'hui on part avec un Hmong. Julien, ouais. On va voir quoi? Une culture. Les parents de la personne qui va nous faire visiter sont arrivés en 77 et apparemment c'était la première vague des Hmong. Et c'était pas la guerre d'Indochine mais les suites de la guerre d'Indochine, puisque les Hmong ont aidé les Français pendant la guerre et du coup ils ont été persécutés et ils voulaient les abattre. Donc la France a décidé de rapatrier les Hmong qui les avaient aidés pendant la guerre. On les a mis là parce que c'était le seul endroit où globalement ils avaient réussi à trouver un accord pour dire on veut bien les mettre là, mais il n'y avait rien. La ville que vous avez vue, qu'on vous a filmé, il n'y avait rien, il y avait un petit camp militaire, des prêtres, des bonnes sœurs et c'est à peu près tout. Donc c'était il y a quand même seulement 48 ans. En 48 ans, ils ont créé cette ville-là. Pas beau. Allez, on s'est arrêté pour voir un petit champ. Alors c'est drôle ce qu'il nous raconte parce qu'en fait le peuple Hmong avait juste une langue parlée et c'est les prêtres qui sont venus les convertir directement au Laos qui ont créé l'écriture de la langue Hmong. C'est un alphabet comme nous en France et c'est grâce à des prêtres français et américains qu'ils ont eu une écriture en fait. Et maintenant il y a des Hmong à travers tout le monde. Et du coup, ils arrivent à communiquer à l'écrit grâce à ça. C'est assez drôle. Alors, on est sur une petite activité maraîchère. Quand ils sont arrivés, ils ont eu des parcelles et ils ont partagé les parcelles à peu près équitablement entre les familles. Donc, ça faisait dans les 6 hectares par famille. Depuis, ils ont pu racheter des terres en plus. Mais globalement, c'est pas des grosses exploitations, tout simplement parce que faut pouvoir vendre le produit. Or, il n'y a pas beaucoup de demandes. Ils vendent pas à des grossistes. À la limite, ils vendent exclusivement au marché et un petit peu au supermarché. Mais finalement, au supermarché, c'est pas ce genre de produit qui se vend le plus. Leur principale source de revenus, c'est les ventes sur les marchés. Regardez là. Je pense que c'est des concombres, si je dis pas de bêtises. Ouais. Il nous raconte que on est en France ici. Donc faut acheter des graines françaises, certifiées, testées en métropole. Et qui est évidemment ici, c'est pas le climat de métropole. Donc les graines, elles s'adaptent mal. Elles attrapent des maladies. Là, on voit les feuilles, elles sont un petit peu marron par endroits. À la base, ils avaient leurs propres graines qu'ils avaient ramenées, mais
Il y a toujours des histoires en France, si tu commences à ramener des choses qui ne sont pas de France. Ils ont un peu abandonné leurs graines et là ils n'ont plus de semences et ils sont obligés maintenant d'utiliser des graines de métropole et qui ne sont pas adaptées au climat de la Guyane, donc c'est plus dur d'avoir une bonne production. Alors ce qui est drôle, c'est qu'il nous expliquait que comme c'est des graines produites avec des croisements d'espèces, etc., on peut récupérer par exemple la graine de ce petit concombre et la replanter, mais à l'arrivée, on n'aura pas un concombre vert et allongé. Le goût sera peut-être le même, mais ça ne sera pas esthétiquement parlant un beau concombre. Du coup, ils sont obligés systématiquement de racheter des graines. Ils ne peuvent pas réutiliser les graines. Tout est fait pour la consommation. Ça reste, je sais pas, de la ciboulette, non, la ciboulette, on appelle ça la ciboulette ail. En fait, Alors regardez, des espèces de... En fait, tous les aromatiques qui font sous serre, parce que ça aime pas l'eau. Ah bon, ils disent ciboulette ail. Ouais, ça fait penser un peu aux petits oignons tige. Ça, c'est un truc qui vient d'Asie plutôt. Ouais. C'est se met dans les soupes, là, ils coupent en petits morceaux, non? Ouais. Ouais, puis là aussi, c'est le radis, la fièvre aussi. C'est ça qu'ils mettent dans la soupe aussi. Ah, la feuille se mange. Ah, ça, j'aime pas. C'est un ça mélange sent la coriandre. La coriandre, ouais. C'est ça. Ah non, ça, non. Ah, ok. C'est un peu comme de la coriandre, ça, ça à l'odeur. Donc là, on a un peu de céleri. Il y a de la menthe là-bas. J'adore la menthe. Un peu de menthe. Et là, je dirais du persil. Ouais, c'est ça. Alors, donc, on discute avec lui. Je vous rapporte quelques paroles, mais en fait, il récupère l'eau de la nature. Il doit y avoir des rivières, des canaux qui passent par ici. Et l'État voudrait les taxer là-dessus. C'est un peu comme les agriculteurs en France qu'on étouffe. Ici, ils sont encore un petit peu préservés, mais ça y est, ils vont commencer à les embêter pour les normes, pour tout. Ce sera peut-être la mort des exploitations, je sais pas, mais arrive un moment, ici, ils ont des toutes petites exploitations, quoi. C'est la famille, ils n'ont pas d'ouvriers, donc c'est pas simple. Regardez, c'est beau comme ça, hein. Ils ont quand même des tracteurs, ils commencent, mais il y a beaucoup de choses qui se font à la main. Donc c'est la femme, le mari et les enfants quand ils sont petits, jusqu'à 3 ans qui vont pas à l'école, comme les parents travaillent, ils vont aussi au champ, hein. Après, ils passent à l'école et puis le week-end, s'il faut, ils aident les parents. Alors, il y a un truc que j'ai trouvé bien, c'est qu'il nous expliquait que le marché de cacao, les Hmong le laissent aux personnes âgées qui veulent arrondir leur fin de mois. C'est-à-dire, par exemple, les enfants, ils vont vendre au marché de Cayenne, de Matoury dans la semaine. S'ils ont des invendus, ils vont donner à la grand-mère. La grand-mère, elle a son petit jardinet, plus des invendus. Et elle fait le marché de cacao le week-end pour avoir un petit peu d'argent pour son fin de mois. Je trouve ça bien. Qu'en penses-tu? Un petit épouvantail. Là, on a des plants de bananes. Apparemment, ils ont aussi des agrumes. Ah, regardez. C'est des sensitives. En fait, quand on les touche, les feuilles se rétractent. Hop. C'est vraiment impressionnant ces plantes, je trouve. Elles supportent pas qu'on les touche. On vous avait montré au marché au Venezuela, au marché indigène, ces trucs-là, les boules, c'est du copo azul. C'est l'ancêtre du cacao. C'est super bon, moi j'aime bien. Julien, ça le fait saliver. J'aurais pas imaginé que ça poussait comme ça, là. Alors, les Hmong, ils sont arrivés ici sur une base militaire par camion de nuit, parce qu'il faut imaginer que tout le monde n'était pas d'accord pour qu'ils viennent. Et ils se sont retrouvés à devoir tout faire, donc il y a 48 ans. Donc en 48 ans, ils ont quand même tout déboisé pour créer tous ces champs. Ils ont créé la ville. C'est les producteurs de la Guyane, hein, pour tout ce qui est fruits et légumes. C'est les producteurs locaux. Que moi, je trouve que c'est bien. Je trouve qu'ils ont du mérite. Ils se sont retrouvés catapultés loin de ce qu'ils connaissaient, quoi. Ça me fait un peu penser à l'histoire de la colonie à Tovar où on voudrait s'installer. Là, il y a une petite rivière. Du coup, là, on a une petite rétention qui permet d'amener l'eau aux champs qui sont un peu en contrebas par là-bas, donc tout en gravité. Alors là, on a de la patate douce, en fait, qu'ils ont introduit ici, parce que c'était pas une habitude. Et vous voyez que les feuilles sont un peu mangées. L'Europe, en fait, la France, au fur et à mesure, ils enlèvent tous les traitements
Ils laissent plus trop de choix par rapport aux normes sanitaires, sauf que on n'est pas dans les conditions européennes. Donc les traitements efficaces, s'ils sont plus autorisés, forcément ça impacte la production, puisqu'il y a des maladies et ils peuvent pas les traiter. Ici on a du basilic honnêtement. Je sais pas, moi le basilic, je voyais ça genre comme des branches qui sortent du sol avec des tiges vertes et voilà. Là c'est comme des petits arbustes, j'adore le basilic moi. Je pourrais en mettre dans presque tous les plats. Alors là on a des petits plants de mandarines. Et avant ici apparemment c'était plein d'arbres. Le problème c'est que ils sont devenus vieux parce qu'ils ont été plantés dans les années 86. Du coup ils les ont enlevés et faut qu'ils replantent. Tout ce terrain là c'était des ramboutons et des mandarines. Il a tout enlevé et il doit replanter. Parce que l'arbre produit plus assez arrivé à un moment. Alex qui est fou de mandarines, il lui en a donné une. Ah, elles sont grosses, tu vois? Géantes, hein? Regardez ça. Des grosses mandarines. Hein. Qu'est-ce qui t'arrive, Marie? Je sais pas, apparemment j'ai marché dans les fourmis de feu. Et alors... Si, derrière, sur le talon derrière, regarde. Ouais, là derrière. Elles sont là. Elles se sont mises en boulettes en fait. Ah, c'est du coup, c'est bien des fourmis. Et regardez la petite rétention d'eau, il y a des poissons dedans. C'est quoi comme poisson? C'est des tilapias. Ah, ok. Ça, c'est ce qu'on a mangé, je crois, au Pérou ou en Équateur. Ah, regardez les tilapias, vous les verrez pas parce que là, ils sont petits. Et quand ils commencent à grandir un peu, ils les récupèrent, ils les ramènent dans un autre bassin pour qu'ils grossissent. Alors en Guyane, il y a des fourmis partout. Regardez-moi là, ces horribles fourmis. Et Alice et Alex se sont fait piquer. Moi j'ai passé vite parce que c'est bon les piqûres. Hein. Donc après 3 semaines, enfin, les piqûres de poudre agouti commencent à sécher. Toutes, j'en ai plus de nouvelles. Je vais m'en sortir. Non, ça vous rend fou ça. Donc vraiment, si vous venez en Guyane, que vous allez en forêt, allez chercher à la pharmacie de l'huile de carapa. Enduisez-vous le corps d'huile de carapa pour pas que la bête puisse en fait s'accrocher à votre peau, parce qu'a priori ça serait un petit peu comme une tique, mais on la voit pas. Et elle te suce le sang, et il y en a qui disent qu'elles mettent des larves dans ta peau, donc en fait ça démange au moins 1 semaine le bouton, et je sais pas, moi j'en ai qui revenaient. Il y a des personnes qui les aiment plus que d'autres, donc c'est mon cas. Quelle chance j'ai. Donc si c'est votre cas, vraiment, protégez-vous pour pas avoir la piqûre. Huile de carpa. Allez, regardez, ça c'est le mangoustan. Je suis pas sûre qu'on ait déjà testé. Comme ça, violette, de cette couleur-là. Ouais. Alors il faut chercher par terre. Ah, regardez, c'est comme ça quand c'est grand, c'est violet. C'est un peu le soleil. Donc il a fait un mix avec du wasai. Donc c'est le palmier là qui produit des petites baies violettes que vous voyez peut-être au loin là. Comment il s'appelle Et les petites baies violettes, en fait, c'est super à la mode parce que c'est plein de propriétés. On en fait des boissons et c'est tendance. Le problème ici, on est en France. Comment on va chercher en hauteur les baies? Ici, il n'y a personne qui va monter au cocotier, donc c'est le problème apparemment. Regardez le mangoustan. C'est des quartiers un peu comme une mandarine. C'est à moitié le goût de mandarine, à moitié le goût de... Je sais pas, c'est acidulé, sucré. Oh, c'est tellement bon. Oh, je pourrais en manger toute la journée. Regardez ce petit trésor, il est pour moi. Et ça là, le gros fruit? Ça c'est le durian. C'est le fruit qu'on appelle. Ah là, bon on voit pas à l'écran mais elle a des gros fruits. C'est le fruit qui sent mauvais. Oui là. Ils interdisent dans les transports en commun On voit un petit poulet. en pays asiatique. Ah bon? Dis bonjour à la Parce que ça caméra, pue. Alicia. Ça pue, c'est horrible. Ah bon? Bah, c'est le durian, cette grosse boule. Pour l'instant, ils sont pas forts. Je trouve pas ça pue pas. Les plants, ils ont été plantés il y a 12 ans, aussi bien pour les palmiers que pour les petits arbres. Et globalement, ils commencent à produire au bout de 8 ans. Mais là, il y a beaucoup de fruits dans les arbres. Alors, tout ça, c'est des plantations de piments. Et à côté, c'est quoi? De la salade ou du chou? Là, je dirais que ça doit être des salades. Regardez, des petits semis. Ouais, du coup, ils partent vraiment de la graine, c'est eux qui font pousser les plants, quoi. Et là-bas, je voyais des petites plantations aussi. J'ose pas marcher là, je sais pas si ça a été planté ou pas. Là, je sais pas, on dirait qu'il y a plein de caca dessus. Parce que là, c'est pareil. Alors, est-ce que c'est des granulés pour protéger des bestioles? Parce que là, on voit clairement qu'il y a des plants. On voit des lignées. Ce qui ressemble à du caca, là.
les petits granulés, bah, c'est du caca de poule, c'est l'engrais naturel. Pourquoi c'est couvert? Parce qu'en période des pluies, ça amène de l'eau, mais ça amène aussi des champignons, des maladies. Le fait de couvrir, ça limite un peu le problème. Donc là, comme il a fait des études d'agriculture, il a mis un système de goutte à goutte. Alors, tout le monde n'utilise pas forcément les mêmes systèmes. Il se met en arrosage automatique, tu le programmes. Là, il est programmé l'arrosage 25 minutes à 8h et à 14h. D'accord, 2 fois par jour. 2 fois par jour. 2 fois par jour, ça prend l'eau. Alors pour la salade, là, il vient de mettre en route le système. Ça fait tous les 10 cm, il y a de l'eau qui arrive en goutte à goutte. Et là, il y a des aspergeurs. Je sais pas comment on dit, un système d'aspersion. Il l'utilise pas pour la salade. Alors vous imaginez qu'en Guyane, comme je l'ai déjà dit, le climat, il n'y a rien qui est pareil qu'en métropole. Donc lui, il a fait ses études en France. Mais finalement, tu es obligé de tout adapter. Ils sont obligés d'inventer des systèmes pour pouvoir les appliquer ici. Parce que c'est pas comme en métropole, quoi. Regardez par exemple, c'est une bâche plastique là. Ici, en Guyane, il y a cette espèce de champignon de lichen qui s'installe partout. Et du coup, la salade n'avait plus assez de luminosité, donc il a dû aller là-haut, tout frotter pour enlever ce champignon pour que la salade ait assez de lumière. Et il va devoir faire la même chose ici et sur la serre suivante, parce qu'il compte planter des salades. Alors, pour les piments, apparemment, il y a moins besoin de lumière, il disait que c'était moins gênant. Et c'est pas simple, hein. Ils sont que 2 à travailler ici. Donc vous imaginez, à 2 personnes, ils se retrouvent à devoir faire des choses à la main, puisque les produits phytosanitaires, ils ont plus le droit de les utiliser. Donc ils travaillent à la binette, ou alors ils mettent du paillage pour pas avoir trop de zones à travailler. Merci l'Europe, merci la France. Les piments que je vous ai montrés là-bas. Piment végétarien. Ah, c'est le piment qui pique pas. Voilà, ici, ils en mettent dans tous les plats. Voilà. Ah, ça pique pas? Non, ouais, t'as un peu le même goût qu'un piment, mais sans le piquant. Voilà. C'est un poivron, un petit poivron. Ah ouais. Alors, il nous expliquait que, comme on est en période des pluies, il y a des champignons. Si les feuilles des plants sont mouillées, ça va permettre aux champignons de grandir. Parce que s'ils se posent sur une feuille sèche, en fait, le champignon n'arrivera pas à grandir. Donc, ça protège des champignons. Et même jusque la bâche qui est là, en fait, empêche les champignons de venir s'implanter dans le sol. Puisque l'eau est mise en goutte à goutte, mais même ça, c'est protégé. Donc c'est vraiment, faut connaître quoi. Tout simplement, c'est un métier. C'est pas simple parce que il faut aussi faire le calcul de combien ça va te rapporter par rapport au temps investi pour savoir qu'est-ce que tu vas planter, qu'est-ce qui sera le plus rentable. Par exemple, comme on est en période des pluies, ce plan-là, il faut qu'il ait une serre. Parce que ceux qui font des plantations à l'extérieur, ils n'auront pas beaucoup de production. Donc en ce moment, il y aura plus de demandes sur les piments, puisqu'on est en période des pluies. Alors qu'en période sèche, les gens, ils ont leur propre plantation, ça va pousser, vu qu'il n'y a pas de pluie, ils n'auront pas de problème de champignons et ils auront une meilleure production. Du coup, ils vont en vendre moins en période sèche. Là, sur cette serre, dans 2 semaines, il va pouvoir faire le premier ramassage et globalement, il pourra faire 10 ramassages. Et ça devrait, une serre, lui rapporter dans les 10 000 € avec un investissement minime, puisque les graines, là, sur ces plants-là, il peut les récupérer directement dans les fruits, dans les piments. Donc, il n'a pas à acheter les graines. Là, il a juste un petit peu d'engrais mélangé à l'eau, mais ça lui dure vachement longtemps, une bassine comme ça pour tout ça. Donc finalement, la mise de départ est minime pour une bonne rentabilité. Le problème, c'est que c'est 3 mois où on ramasse rien et puis c'est au moins 6 mois pour arriver à avoir les premiers fruits. Et là, on a un petit canal qui est pompé pour alimenter les piscicultures par là-bas. Et là, il y a une cascade apparemment ou un banc de sable. Je sais plus, je crois que c'est le banc de sable qui se sert de plage. Mais comment en saison des pluies, il n'y aura pas de banc de sable? Alors ici, ça s'appelle le saut bief. Et là, il y a un banc de sable théoriquement, mais il n'y aura pas en saison des pluies. On ne le verra pas. Alors apparemment, la couleur de l'eau un peu marron, c'est à cause de l'orpaillage illégal plus haut. Parce que normalement, l'eau, elle est plutôt transparente, un peu comme un coca dilué. À cause du bois, là, ça donne une teinte à l'eau. Mais elle n'est pas comme ça marron et on voit pas à travers. Bon bah c'est là qu'on voulait venir en bateau voir le banc de sable, mais du coup, pourtant c'est marée basse, mais comme c'est la saison des pluies, bah il n'y a pas de banc de sable. C'est sympa, hein? Et ben on est juste à côté du marché. Il y a des prises électriques, un tuyau d'eau
Donc le plein d'eau, machine à laver, la clim, compteur là-bas. Bon, j'ai même pas eu besoin d'y aller parce que toutes les prises sont alimentées en fait. Tout autour, il y a des prises partout. Gendarmerie ici. Donc on profite de faire le plein d'eau, les douches et machine à laver. Oh là, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ah, c'est plein. Ouais, je comprenais pas pourquoi la trappe de la douchette était ouverte. Je me suis dit merde, qu'est-ce qui a pu bien se passer? Ben, on va voir ce qui s'est passé. Je comprends mieux pourquoi la trappe s'est ouverte. Il y avait un hélico de la gendarmerie qui a atterri à côté du camion. Et ben là, c'est pas un big bag, c'est... Je sais pas, regarde. Si, c'est la gendarmerie. Allez, ce matin, on va au musée. Parce qu'il y a Gwen, le gars qui habite ici, là, qui nous suit sur les réseaux, là. Il me dit, vous avez été au musée? Bah, je dis non, à 25 balles. Et puis les Français qui étaient là avec nous, ils ont été au musée, ils ont écourté la visite, ils ont dit que ça valait pas le coup, donc non, on n'y a pas été. Il dit putain si, il faut y aller, attends, j'appelle mon pote et tout. Il dit je vous ai trouvé 10 balles pour la famille. Bon bah je dis 10 balles pour la famille, on y va aller. Du coup on y va là, en visite VIP. Alors on est dans un petit musée d'association de passionnés avec Philippe Solaire qui récupère tout ce qu'il peut qui concerne la Guyane. Ici on a plein de médailles, de récompenses militaires, civiles, autres liées à la Guyane. Et surtout il a toute une partie concernant les mongs. Ici on voit un portrait de mong rayé parce que des mongs il en existe plein de variétés. Et chacun, en fonction de sa localisation d'origine, a son costume traditionnel différent, ses armes et ses outils, puisque les mongs, ce sont des agriculteurs déjà chez eux. Là, on voit leur chapeau, très coloré, et ici, quelques cartes où on les voit avec les costumes. Alors les mongs, ce sont des Asiatiques qui sont originaires du Laos, de la Thaïlande, de la Chine ou du Cambodge, mais qui ont fui la guerre. Hein, et c'est un peuple pacifique en fait, hein, qui vivait sur les hauts plateaux de la Chine au début et qui ont fui la guerre. Ils ont fui la guerre en Chine, ils ont fui la guerre après la guerre d'Indochine et après la guerre du Vietnam, et ils se sont réfugiés dans des camps en Thaïlande. Et c'est de ces camps de Thaïlande où ils ont été pris en charge par le Secours catholique et par le Comité national d'entraide européen pour être envoyés en métropole aux États-Unis, en Australie et en Guyane. Allez, on passe maintenant à la famille des papillons. Ici, on a un représentant de chaque type d'espèce qu'il y a en Guyane. Celui qu'on voit le plus, c'est le morpho, le papillon bleu pour le mâle. La femelle n'est pas toujours de la même couleur. Et ici, on a chaque type de bébête qu'on va trouver en Guyane. Donc, de la mande religieuse, le criquet, les chicharas, j'ai oublié le nom en français. Les cigales. Les phasmes, les mouches qui piquent, les punaises, les cafards, et ça on en voit beaucoup, les scarabées, les papillons, les sauterelles, les guêpes et les... j'ai oublié le nom. Libellules. Et les libellules. Et là on voit en gros les plus grands papillons quasiment au monde en fait, d'Amérique du Sud en tous les cas. Donc c'est les morphos et tout ça, il y en a encore, c'est la famille des morphos. Alors celui qu'on voit le plus, alors je sais pas lequel exactement, mais je dirais que oui, c'est un bleu comme ça. Ils volent comme des fous et ce qui est très drôle, c'est qu'apparemment chaque type de morpho a son horaire de sortie. C'est comme s'il prenait son tour. Du coup là vous voyez sur l'affiche les heures à laquelle on peut voir chaque type. Alors ici on a une très grosse collection de papillons de Guyane, mais en réalité ça représente rien par rapport au nombre de papillons dans chaque espèce. C'est vraiment des petits échantillons, et ces papillons sur fond noir avec des dessins souvent dans les rouges, ils sont vénéneux, donc les oiseaux ne les mangent pas, ils ont du poison dans leur corps. Tous ces papillons un peu jaunes qu'on retrouve un peu en France, c'est les papillons de la saison sèche. Donc nous, on les a pas vus, ceux-là. Et là, c'est les papillons qui ont des ronds sur leurs ailes, qui leur fait ressembler à un hibou qui est un prédateur. Et c'est pour ça qu'ils se font moins manger. De la même façon, ce type de papillons qui ont une espèce de petite queue à l'arrière qui ressemble à leurs antennes, c'est pour que les prédateurs s'attaquent à la queue et non pas à la tête. C'est pas mortel pour eux s'ils ont un bout d'aile en moins.
Alors je vous passe vite fait dessus. Tous les papillons que vous voyez par ici, c'est des papillons qui vivent à peu près à 15 mètres de haut dans la cime des arbres. Et quand ils volent tellement vite que de toute façon on n'arrive pas à les reconnaître. Donc il faut faire des pièges spéciaux en hauteur, en haut des arbres pour pouvoir les capturer. Et là on passe aux papillons de nuit. Et là on voit qu'ils sont très très gros, voire même encore plus gros que les morphos. Celui-ci, il peut faire jusqu'à 30 cm d'envergure. On voit qu'ils sont moins colorés, mais toujours on retrouve ces espèces de queues sur certains pour tromper. Comme ça, ils attaquent les queues et le papillon ne meurt pas, peut continuer sa vie. Et là, on voit les papillons avec leur chrysalide. Et souvent, les papillons de nuit, la chrysalide, elle est plus grosse que les papillons de jour. Ça, c'est une chrysalide de morpho, qui est un papillon de jour et qui est beaucoup plus petite. Pourtant, le papillon morpho est assez gros. Donc, très grosse collection. Et ici, c'est le plus gros coléoptère de Guyane, enfin, de la forêt amazonienne, mais qu'on peut chasser ici, si on peut dire, mais limité à un animal par bagage. Et ça peut faire jusqu'à quelle taille? Le record, c'est 16,7 cm. Donc, celui-là, il est déjà bien gros, hein. 14. Et parmi les papillons de nuit, je dirais presque le moins remarquable, celui-là et celui-là, c'est le papillon de cendre. Alors normalement, il est un petit peu plus coloré, là il a perdu un peu sa couleur, mais c'est le fameux papillon qui donne la papillonite, ce n'est pas une blague. Il vous envoie des petites aiguilles qui viennent de son abdomen, qui sont urticantes. Et pour avoir testé, vous avez l'impression d'avoir de la laine de verre, même pire que ça, sur vous, et faut se mettre sous une douche chaude pour essayer de dilater les pores, que ça se décroche. Alors on va parler un peu d'histoire. Ici ce sont tous les billets de Guyane, donc vraiment typiques à la Guyane. Très vieux, 1837 là, 1792. Donc il y en a eu des billets avant qu'ils adoptent. Vous vous rappelez le franc? Eh ben, ils sont passés au franc en 1975. Avant, ils avaient leur propre monnaie, avec parfois même une monnaie qui était commune aux Antilles. Et en Guyane, le plus connu, c'est les bagnards. Et figurez-vous que là, on a des pièces travaillées par les bagnards. Regardez, carrément un couteau suisse. Ils vidaient l'intérieur des pièces, en fait, pour y cacher des choses. Là, on a une lame de rasoir. Et ici, on a en fait la monnaie des bagnards qui n'était pas une vraie monnaie, mais qu'ils utilisaient entre eux. Donc s'ils s'enfuyaient, ça n'avait aucune valeur. Mais là où c'est drôle, c'est que maintenant, cette monnaie qui en fait n'avait cours que au bagne est super rare et vaut assez cher. Ah, pour ceux qui sont passionnés de monnaie. Alors ça, c'est très joli, regardez. C'est des vrais insectes dorés à l'or. Mais l'artiste qui faisait ça est décédé. Et apparemment, c'est très dur à réaliser. Je filme rapidement toute une collection de bébêtes. Je pense que le plus important à retenir, c'est les animaux dangereux. Donc on a le papillon de cendre. Celui-ci n'est pas dangereux, à ne pas confondre avec ceux-ci qui peuvent être dangereux pour l'homme. Plus ils sont grands, plus ils sont dangereux. Donc ceux-là sont plutôt plats, et que celui-là est rond. Donc le rond n'est pas dangereux, il mange que des fruits. Et il y a des scorpions ici. Alors aucun de ces animaux n'est normalement mortel pour l'homme, même si c'est arrivé qu'il y ait des morts avec le scorpion, mais par manque de soins rapides. Plus la pince est petite, plus le scorpion est venimeux. Apparemment, cette petite bête, elle brûle comme une brûlure de cigarette. Et cette punaise, elle gratte la peau pendant qu'on dort, jusqu'à ce qu'on saigne. Elle fait caca dedans. Et elle nous donne une maladie qui est mortelle et qu'on ne peut pas soigner. Et cette araignée-là, apparemment, qu'on voit mieux ici, il vaut mieux pas la croiser apparemment. Allez, là encore une collection d'insectes. Et vous savez qu'ici, les plus grands phasmes, ils peuvent faire jusqu'à 40 cm. Donc ces insectes-là, il n'y a aucun risque pour l'homme. Et chose que je ne savais pas, regardez. Dans le bas, ici, on a les criquets. Et dans le haut, on a les sauterelles. Et figurez-vous que les criquets sont uniquement herbivores et ne présentent aucun risque. Par contre, les sauterelles, ça peut être à la fois herbivore et carnivore, et elles peuvent vous mordre. Ah Manon, t'as fait l'expérience?
Elle s'est fait mordre par une sauterelle. Alors regardez ça, c'est des photos de morceaux d'ailes de papillon et ils ont reconstitué l'alphabet complet et tous les numéros ici, jusqu'à 9. Alors comme en Guyane, il y a beaucoup d'orpaillage, principalement illégal. Ici, on voit l'or qu'on peut trouver en cherchant dans les rivières. Et là, l'or aggloméré au mercure, qui est interdit en France. Et là, dans les quartz blancs, vous voyez des veines d'or. Mais attention à ne pas confondre avec l'or des fous, la pyrite de fer, et qui n'est pas du tout de l'or. Et si vous voyez des petites choses qui brillent sur le sable ou des espèces de paillettes plates comme ça, c'est du mica. Le mica, ce n'est absolument pas de l'or, même si ça brille et que ça peut avoir des reflets dorés. Et surtout, si vous voyez quelque chose qui brille à la surface du sable, vous pouvez être sûr que c'est pas de l'or. Pourquoi ? Parce que l'or, c'est très lourd et ça tombe sous le sable, ça ne sera pas à la surface. On a terminé la visite du musée. On voit qu'il est passionné, donc la visite est sympa, peut-être un petit peu longue. Mais maman, elle a pas le temps de filmer. C'est ça, moi je dirais un peu longue et trop rapide en même temps. C'est un peu contradictoire ce que je dis. Il va trop vite. Ah, au contraire, moi j'ai trouvé ça pas mal qu'il aille vite parce que sinon, vu que c'est déjà long, ça serait trop. Mais du coup, t'as pas réussi trop à filmer quoi. Ah oui, ça c'est parce que moi je filme. Mais après, pour les gens qui regardent, c'était sympa. Ouais, grave. Et surtout, on sent qu'il est passionné par le truc. Et il a plus d'animaux, d'insectes vivants parce que. Mais si, il en avait 2. Oui, non, mais sinon avant comme Hervé m'a dit au téléphone, il avait des mygales, des serpents et tout ça. Et là, il m'a expliqué qu'il avait plus ça parce que c'est, comment on dit, attestation de capacité, comment on dit. Enfin ouais, bref, c'était plus à jour, il fallait les renouveler, il voulait pas. Enfin, c'était même pas un renouvellement, il fallait repasser tout. Du coup, il a dit j'arrête, j'ai 60 balais, j'arrête tout. Et il continue juste avec. Donc, encore une fois, c'est dommage. Trop de lois fait qu'on a moins la possibilité de profiter de l'interaction avec les bébêtes. Il a dit ciao, j'arrête tout, il me casse les couilles. C'est dommage, c'est dommage parce qu'il y a plein de passionnés qui. Très passionnés. Ouais, mais ça fait plaisir parce que du coup, il te met un peu dans son ambiance de passionné, donc moi j'ai bien aimé. Ouais, c'est sympa. Il parle, c'est très bien, il t'explique plein de choses, mais toi t'as pas le temps de regarder les vitrines, parce que tu l'écoutes parler, tu le regardes parler, et tu regardes pas les vitrines. Et tout de suite, dès qu'il a fini ce sujet, tu passes à une autre vitrine, et t'as pas eu le temps de trop regarder les insectes. Ah peut-être, tu vois ce que je veux dire ? Oui, je comprends. Ouais. Et encore, là on a été privilégié de faire une visite indépendante, je vais demander de faire des pauses pour que je puisse vous donner quelques infos et filmer moi à part. Mais quand il y a du monde, c'est plus facile. Alors là, c'est compliqué parce qu'on était que nous, donc t'es obligé de l'écouter. Mais quand il y a du monde, des fois, tu peux regarder, toi écouter, ça fait un peu mal poli. Mais du coup, comme t'es nombreux, il y en a d'autres qui écoutent et toi tu peux regarder et toi t'écoutes au loin. Effectivement, c'est vrai aussi. Est-ce que vous avez aimé la visite ? Non. Oui. Oui ou non alors ? Oui. Pourquoi ? Qu'il y avait des papillons et que moi j'ai bien aimé. Des insectes jolis. Ouais, voilà. À part le mille-pattes. T'as pas le mille-pattes ? Le mille-pattes plat. Lequel ? Celui qu'on a mis sur nos mains ? Non, le mille-pattes plat dangereux. Ah ouais. Et Alex, toi ? 6 sur 10. Moi c'est meilleur. Moyen. Et le mille-pattes sur ta main, il t'a fait quoi ? Caca. Il a fait caca sur toi ? Et parce qu'à la fin, il nous a quand même fait prendre une blatte géante d'Amazonie et un verre, c'est pas un verre, un espèce de mille-padron là, celui qui est pas dangereux, sur nous. C'était sympa de pouvoir avoir une interaction avec des petits animaux quoi. Ouais, et d'ailleurs, on pouvait attraper la mode toutouée à un fois, on aurait pu laisser Manon le faire, parce qu'il a dit qu'elle était pas... Et on m'a pas laissé. Ouais, bah, on t'a pas Elle laissé. est pas mortelle, elle est pas dangereuse, mais tu peux quand même avoir de la fièvre si elle te mord. Ouais, mais Faut pas l'agresser, c'était quoi. pas très grave. Mais t'aurais pu essayer de la prendre la dernière fois. Genre t'aurais pris l'araignée. Je pense que oui. Ouais, t'es folle toi. T'as des parents qui te protègent. Bon, il n'y a pas qu'au Venezuela qu'il n'y a plus de lumière. Quand on était dans le musée, c'est fou la lousse. Du coup, on avait un truc à faire là. Et on peut pas, on n'a pas internet. Donc faut qu'on retourne au camion. Dans tous les cas, on va au camion pour choper la Starlink. Mais du coup, l'électricité a coupé. Et ça fait quoi maintenant ? Une bonne heure ? Ouais. Une heure qu'il n'y a plus On a d'électricité. fait toute la visite du musée dans le noir. Bon, c'était pas très grave, c'est quand même assez Non, pour lumineux. filmer, c'était un peu chiant quoi. Mais ouais. Hey, alors Marie, tu remontes dans un def ? Ouais, ça fait longtemps qu'on n'est pas monté dans un def, hein ? Si, impeccable. Un def de conducteur d'engin, tiens. Ça se voit ?
Regardez, on est au cimetière de Cacao. Et en fait, l'histoire, elle est assez rigolote parce que quand ils sont arrivés, les Hmongs, ils ont enterré un Hmong, 2 Hmongs, 3 Hmongs, enfin, des habitants, quoi. Avec le propriétaire du terrain qui a accepté. Sauf que, en fait, il y a les buffles ici. Alors quand il y avait 2-3 tombes, ça allait, mais là, il y a quand même pas mal. Et je demandais, pourquoi tout autour, ils mettent des barrières, en fait. C'est pour éviter que les buffles, ils montent sur les tombes. Et qui détruisent tout, quoi. Ouais, c'est rigolo, quoi. Donc le cimetière en plein milieu du terrain des buffles. Mais du coup, t'es obligé de t'enfermer avec du barbelé, des grillages, pour pas que les buffles ils viennent marcher et piétiner les tombes, quoi. Et tout casser, quoi. Petit cimetière un peu sauvage, quoi, c'est marrant. Impeccable, on est chez le conducteur d'engin. Marie, on n'est pas bien là. Si, c'est bien. Regarde la vue et tout, le canapé et tout. La vue. On est trop bien, trop bien. Trop bien. On quitte la petite ville de Cacao pour aller à Regina. Cacao, c'est vraiment une jolie petite ville et les Hmongs sont super accueillants. Alors pourquoi on part à la nuit? Parce qu'en fait, Gwen, qui nous a accueillis un peu ici à Cacao, nous a invités à voir la petite maison qu'il occupe en haut de la montagne et son projet de remorque aménagée. Et du coup, on a passé toute l'après-midi avec lui et le temps est passé vite. Et on attendait de savoir si c'était demain la mine et on a eu confirmation quand on était chez lui. On part à Regina, on va dormir là-bas et demain matin, on prend le bateau direction la mine d'or. Et merci au pompier là, j'ai vu son prénom. Il nous a offert quoi là, le pompier? On a démarré le camion, donc on a laissé chauffer un peu et le temps de chauffe, il y a un habitant de la ville, un pompier d'ici, qui a pour projet de partir aussi un jour et il nous a offert un sac de ramboutans. C'est des fruits rouges et poilus et quand on les ouvre, ça ressemble à des litchis dedans, c'est trop bon. Franchement, les gens ici sont super gentils. Ouais. Merci aux deux Philippe, au Philippe agriculteur et au Philippe passionné de collection. Et à Gwen. Et à Gwen, évidemment. Merci à tous ceux qui nous ont bien accueillis ici à Cacao. Donc voilà, arrivé à Regina. Il est 22h10. On a Ch'ti au père qui dort. Moi aussi, je crois que j'ai dû dormir. J'étais crevée. Et on n'a pas mangé le repas du soir. Je crois qu'on va pas manger le repas. On va laisser le camion là, face à la gendarmerie. Vous êtes arrivé à destination Gendarmerie Nationale. Oh déjà, c'est plein là. Bon, du coup, on nous a dit de stationner devant la gendarmerie. Franchement, on prend moins de place qu'une voiture, regardez. Qui c'est qui a dit qu'un Man 4 c'était gros? La gendarmerie est là. Moi, j'ai discuté avec une gendarme, très sympa. On me dit que normalement, ça devrait pas gêner. Elle m'a dit, c'est quoi ce gros camion qui arrive? Je me suis dit, c'est un TRM, des collègues. Je dis non, c'est quand même plus joli qu'un TRM, ça, quand même. Elle vient de mettre faire des photos, elle a dit. Bon, allez, on va où, là? Il est 22h30. On va faire un petit tour dans la ville, on va voir. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, Facebook et TikTok.